Wow, we are all Africans. Wow, we are all Africans. Quel est ton nom et qu'est-ce qu'il signifie? Mon nom complet. Je signe, en tant que primo-romancière. J'ai un peu du mal à dire que je suis écrivaine parce que j'attends que le deuxième roman soit prêt pour ça. Mon nom complet, donc je signe, Katia Dansoko Touré, et c'est un nom qui est un peu particulier, dans la mesure où Dansoko, c'est mon véritable patronyme qui s'écrit normalement avec un H, mais qui est dans mes prénoms sur mes papiers et ce Touré, c'est un nom, que, mon père a trouvé pour pouvoir venir en France, je sais pas du tout à quelle période, mais en gros, même si c'est un nom qui fait pas partie de moi, d'un point de vue familial, bah, il fait quand même partie de moi puisqu'il est sur mes papiers. Donc voilà, donc souvent, on m'interroge beaucoup sur ce Touré, à me dire: «Touré Mandimori», des trucs comme ça, mais je me sens pas vraiment concernée. Hem, Mon vrai nom de famille, c'est, Dansoko, qui se prononce, Dansoro, avec un H en vrai. Et mon prénom Katia, c'est un prénom, qui est un peu particulier, parce qu'au sein de ma famille maternelle, celle que je connais le mieux, je suis un peu la seule à porter un prénom, à consonance, occidentale. Donc voilà. Je n'ai pas l'histoire derrière ce prénom, j'ai eu beaucoup de versions différentes, en grandissant. J'ai des potes, qui se moquent de moi en disant, ouais, que c'est un prénom un peu russe, je sais pas quoi. Ça me fait rire et puis, je pense que ça colle avec, ma personnalité un peu, fantasque, un peu, presque lunaire, voilà, genre, il y a quelque chose de lunaire dans mon nom. Il y a quelque chose de baroque, d'irrégulier et ça colle parfaitement avec ma personnalité, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose que tu as dit que je pense qui est très important de toute façon, les noms disent beaucoup, hein, sur, nos histoires et là, tu m'expliques que ton nom, il y a un des noms qui est un nom qui a été utilisé par quelqu'un, donc ton père, qui faisait sur son histoire de migration et il y a l'autre nom où tu dis: «Ça, c'est mon vrai nom de famille, Dansoko ou Dansoro» et Dansoro, ça vient d'où? Alors, Dansora, c'est un nom de famille, plutôt noble au sein, de l'ethnie, Djaranké à laquelle j'appartiens, en Guinée notamment, Guinée, Conakry. Donc voilà, c'est un nom de famille. Après, j'ai jamais tellement fait de recherches, sur, le côté paternel en ce qui me concerne. C'est-à-dire que je suis plus, proche du côté maternel, Fofana donc. Donc Fofana, je sais que ce sont, de grandes familles maraboutiques, qui appartiennent, justement à cette, région, la Guinée, le golfe de Guinée, tout ça. Et Dansoko, c'est un nom qui porte, une forme de mystère que je n'ai pas envie de percer, du moins pas pour l'instant. C'est-à-dire que je ne sais pas, quelle est l'histoire, de ce nom de famille. Je sais qu'il appartient à l'ethnie Djaranké, mais j'ai pas, ressenti le besoin jusqu'ici de faire des recherches sur mon patronyme, mon véritable patronyme. Donc disons que le patronyme maternel, celui avec lequel j'ai grandi, donc Fofana, est celui dont je suis le plus proche, que je connais le mieux et dans Soko, ouais, c'est une part de mystère un petit peu liée à mon parcours, personnel, que je garde, un peu comme dans un éc que j'ai pas envie d'ouvrir, du moins pour l'instant. Et donc là, tu me parles de Guinée-Conakry et de parcours donc je suppose de tes parents et toi ta vie elle commence où? Et avec ce nom à consonance Ouais, en fait, je parle de ça parce que, c'est Mohamed Bougarsar, qui a relevé la chose et ça m'a fait rire. Il disait, «Jeune femme au prénom russe», donc ça me faisait marrer. Donc voilà, mon histoire commence où? Bon, moi, je suis née en Bretagne, mmh et à l'âge de 6 ans, avec ma petite sœur, on est allés vivre, aux Antilles, donc en Guadeloupe, où j'ai passé une bonne partie de mon enfance. Ensuite, on a enchaîné avec la Martinique
et après la Martinique, on a parcouru pas mal, l'Afrique de l'Ouest, donc Gambie, Sénégal, Guinée et je suis revenue en France, pour, entamer, le lycée à Paris. Et après ça, disons que je suis devenue parisienne, un temps pour mes études. Donc j'ai passé mon bac, je suis rentrée en classe préparatoire littéraire, après ça, j'ai, intégré une école de journalisme. J'ai eu, mon premier job, au Nouvel Obs en 2010, et enfin pendant 2 ans, j'ai travaillé sur l'actualité des médias, et après ça, je suis allée m'installer au Sénégal. Ensuite, je suis allée m'installer en Guadeloupe et je suis revenue définitivement en 2015. Alors ça, c'est une très jolie histoire de migration et justement, parce que le mouvement et l'enfance et les différents pays, je me demande quand tu repenses à ton enfance, qu'est-ce que tu as comme son, comme matière, comme texture? Qu'est-ce qui te revient? Alors la première chose qui me revient, c'est quelque chose que je décris d'ailleurs dans La solitude des notes bleues, que pas mal de gens ont tendance à, prendre pour une autobiographie, mais c'est pas tellement le cas. Dans le sens où, quand je commence La solitude des notes bleues, je commence avec une histoire, inventée de toutes pièces, celle de mes parents. Et ensuite, je m'inspire de mon enfance aux Antilles, pour ensuite laisser cette héroïne, me prendre par la main et m'emmener là où elle veut m'emmener. Pour répondre à ta question, je pense que je reprendrai les éléments, qui me sont venus pour ce travail littéraire. C'est le vent, des ouragans, Mmh. le vent des tempêtes tropicales. C'est, la couleur, de la canne à sucre. C'est, les manguiers, Mmh. les mangues qui tombent du manguier. C'est, les animaux aussi et enfin, je vais dire un truc horrible, mais là, tout d'un coup, en te parlant, je suis en train de penser aux fois où, on coupait la tête, des coqs et des poules, pour faire à manger et Et que ça continue à courir. ça continue à courir dans la cour. Ouais, donc je repense aussi, à ces moments où je courais, sur la pelouse, les pieds nus et que je me faisais super mal, parce qu'il faisait très chaud, donc j'avais des brûlures, sous la peau, sur la plante des pieds. Je repense, aux mille pattes, je repense aux odeurs, les odeurs de la gelée de goyave, du sorbet coco, du colombo, des plats typiques, antillais. Je repense, il y a ça en termes de sensation, la sensation, la liberté en fait qui est le vent. C'est-à-dire que j'ai une grosse passion, pour, les ouragans, alors qu'un ouragan, c'est pas franchement heureux comme phénomène. Mais j'ai une passion pour ça, enfin voilà et puis, je pense aussi à l'odeur du soufre, Mmh. quand on s'approche, d'un volcan, la soufrière en l'occurrence c'est la montagne Pelée en Martinique. Je repense à la cendre, je repense, aux sensations, je pense aux contes aussi qu'on nous racontait plus jeunes, qui étaient ni fait ni à faire, et qu'on n'avait pas à lire à cet âge-là, enfin, que ce soit, Nomo Bâton, ce mec, enfin voilà, qui se balade, dans la Guadeloupe avec son bâton pour violer les femmes, enfin, je pense à, au chanter Noël, enfin, aux chansons, que je chantais à l'école alors que enfin, je suis pas catho, quoi et que je chantais à Mmh. la gloire de Jésus alors qu'en fait, Jésus, voilà, quoi. Je pense à la chanson Michaud veillait, notamment, Michaud veillait, la nuit dans sa chaumière près du hameau, en gardant son troupeau, enfin voilà. Je pense au jambon de Noël, je pense, au vert et aux couleurs des fleurs. On avait énormément de plantes. Mmh. La première maison où j'ai vécu, c'était en pleine campagne, donc on avait, carrément une basse-cour, des lapins, des cabris, donc des chèvres. On avait, plein d'animaux, on avait beaucoup de chiens. On avait beaucoup de chats, je pense aux enterrements des chiens et des chats. Je Ouais. pense aussi, c'est marrant parce que ça débloque plein de souvenirs de te parler de ça. Je pense à cette fois où, un ami, de ma tante, donc celle qui m'a élevée, enfin qui nous a élevés, ma sœur et moi, dans un premier temps, avait ramené une, tortue géante qu'il avait tuée en pleine mer, ce qui est interdit et donc du coup, ma tante nous avait annoncé qu'elle allait nous préparer cette tortue à manger. Ouh là!
Je me rappelle de la peur. Donc en fait, la tortue, elle est restée pendant 1 an et demi, accrochée dans le garage avec sa Mmh. carapace et tout, dead, quoi. Et je me rappelle, de cette peur pendant 1 an, 2 ans, qu'elle la prenne un jour et qu'elle la foute dans la cuisine pour la préparer, et genre j'ai ça s'est jamais fait fort heureusement, mais je Ah mais repense oui. à ce flip que j'ai eu de un jour je vais bouffer de la tortue. Il y a aussi les sandwichs, aux escargots, 16 heures qu'on nous faisait, et encore plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs, et à côté de ça, il y a la musique qui est très Mmh. importante dans ma vie, de par mon oncle, qui est un grand mélomane. Donc la collection de vinyles, waouh! Ça allait dans tous les sens, il avait une très grande passion pour les Beatles. Je me rappelle, de la compilation One des Beatles, donc tous les Mmh. numéros 1, des Beatles à partir de 1962, au début de leur carrière. Je me rappelle, de cette compilation aussi qu'il avait achetée, où, les grandes voix de la salsa reprenaient, des chansons des Beatles. Donc je repense à la voix de Celia Cruz qui chante, Oh! Obladi Oblada. Je repense à Africando, je repense à la musique congolaise, qui passait et que j'arrivais pas forcément à identifier, la rumba congolaise, enfin, mais qui portait une forme de chaleur, qui pour moi était comme un voile de protection. Je Mmh. repense aussi à Chopin, que j'ai beaucoup écouté quand j'étais jeune. À cet album aussi d'un groupe de pop qui s'appelle The Corrs, qui s'appelle et Mmh. l'album s'appelle In Blue, que ma tante m'avait acheté comme ça. Parce que ma tante, elle était plutôt sur, tout ce qui était pop commercial, et mon oncle, il était dans des trucs un peu plus, il était dans le rock, des années, 70-80. Il était dans la musique africaine, donc déjà, il y avait la musique guinéenne, donc toute la musique des orchestres, régionaux et nationaux, de l'ère, Sékou Touré. Donc voilà, je pense notamment à l'orchestre de La Paillote, et ce morceau Kadia Blues qui m'a beaucoup marquée quand j'étais plus jeune. Et puis il y a aussi ce souvenir très étrange, un jour, ma tante est arrivée parce qu'en fait, elle avait tendance à aller acheter des CD, centre commercial, d'Estreland, d'Estreland, le centre commercial, et un jour, elle a débarqué avec un disque, d'un groupe qui s'appelle Sonic Youth, et j'ai jamais compris. Donc c'est l'album, NYC Ghosts and Flowers, et je me rappellerai toujours de la fois où j'ai écouté ça, mais c'était trop space, et j'étais à fond et j'écoutais et je réécoutais et j'écoutais, je réécoutais. Donc c'est un album qui est une Madeleine de Proust pour moi, et il y a aussi, le jazz de mon oncle, et le tout premier morceau de jazz, j'oublierai jamais, j'avais 12 ans, j'étais dans ma chambre et j'avais tendance à disques et je les enregistrais sur des cassettes. Et un jour, je tombe sur un album qui s'appelle Tequila, et ça m'amuse, ça me fait rire, quoi. Donc voilà, et genre, je le passe et j'entends cette mélodie, et je me dis: «Waouh!» Et je commence à danser dessus, et ce morceau s'appelle Bumpin' on Sunset, et c'est un morceau, d'un guitariste qui s'appelle Wes Montgomery. C'est le premier morceau de jazz que j'ai écouté de toute ma vie, et ça m'a waouh, ça m'a transcendée, et ma passion pour le jazz vient de là. Après ça, j'ai découvert, des trucs, donc on était vraiment sur le jazz moderne. Donc le Ouais. jazz moderne, c'était, le bebop, le hard bop, le free jazz. Il y avait, Miles Davis, Coltrane, bien entendu, mais il y avait aussi des trucs complètement barrés du type Eric Dolphy, Bobby Few. Mon oncle avait une passion pour Bobby Few, je ne sais pas pourquoi. Mmh, il avait aussi beaucoup de jazz sud-africain, donc j'ai découvert, Dollar Brand, qui s'appelle aussi Abdoulaye Ibrahim, enfin qui a changé de nom après, Oui. Abdoulaye Ibrahim. Donc j'ai aussi une passion pour le jazz sud-africain. Et puis il avait aussi de la musique, sud-africaine un peu pop, et la rumba congolaise bien sûr, franco, TPOK jazz, Indépendance Cha-cha, enfin voilà, toutes ces choses-là quoi et puis j'oublie l'afro-zouk Ah oui. Dolly. Alors c'est très drôle parce que je me suis souvenue, que quand j'étais plus jeune, alors j'appelais, alors sur son album Bané, heu, mais Mmh. moi je l'appelais Olivier Ngoma. J'avais pas capté que c'était Oliver, alors que son vrai nom en vrai c'est Olivier, quoi.
et ils ont mis Oliver, hem, je crois que c'est Manu Lima, le producteur de ce disque, qui se prenait un peu pour Quincy Jones et donc enfin, ils ont changé son prénom et moi je l'appelais Olivier toute jeune et c'est un album, qui fait partie de mon identité aussi, comme, les morceaux de, Monique Sekla. Et puis il y avait aussi, de la musique camerounaise, genre beaucoup de Bikutsi, Bitou je sais plus comment on dit, Bikutsi je crois, avec un morceau aussi qui m'avait marqué qui s'appelait Jolie poupée, de Roger Bekono, voilà et j'écoutais ça et ça me faisait trop rire et puis à côté, la musique classique beaucoup avec Chopin, Rachmaninoff, Maurice Ravel, Erik Satie aussi surtout. Et puis de la pop, ce que je trouvais dans Star Club quoi. Que ce soit Britney et compagnie, Destiny's Child, je me souviens des fois où, je dansais sur Bootylicious, devant mon miroir, à fond, enfin voilà, c'est ça, les textures, les sons, il y a aussi, les chauves-souris sous le toit, la Mmh. nuit, qui faisaient vachement de bruit. Je me souviens des chauves-souris, je me souviens de enfin voilà, d'une enfance en pleine campagne et libre à cet endroit-là. Enfin voilà. Il y a aussi l'odeur des livres, enfin c'est-à-dire que j'ai commencé à lire très tôt donc toute La Comtesse de Ségur donc plus jeune, je me prenais pour, Christine Desormes dans François le Bossu. À côté de ça, il y avait les livres de Maryse Condé. Le premier que j'ai lu, c'était La vie, c'est les rats. Elle était très présente, dans la, bibliothèque. Gisèle Pineau aussi. Je me souviens, je devais avoir 11 ou 12 ans, je suis passée à la radio et on me demandait, «Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande, Katia?» et j'avais dit que, je serais soit, pianiste comme Chopin, soit infirmière et écrivaine comme Gisèle Pineau. Ah! Donc et il se trouve qu'il y a pas si longtemps, j'ai rencontré Gisèle Pineau en Guadeloupe, donc c'était plutôt dingue pour moi. Waouh! Donc voilà, l'odeur des livres, je me souviens d'un livre d'Aimé Césaire, sur, Toussaint l'ouverture, qui avait été édité chez Présence africaine, très abîmé. Je me souviens de l'odeur de ce livre, et puis je me souviens des livres que j'ai détestés et qu'on me forçait à lire du type, Poil de carotte, Le Petit Lord de Fauntleroy, Rémi sans famille. Mon Dieu, j'ai détesté ces bouquins. J'avais des livres qui m'étaient aussi interdits, je lisais Mary Higgins Clark en cachette, j'avais pas le droit, Oh! parce que ma tante trouvait que pour mon âge, j'étais encore un peu trop jeune pour lire, Ah Mary Higgins OK. Clark, enfin j'avais 8, 9 ans, quoi. Ouais. Et je me souviens aussi, d'un truc qui m'avait marqué. Je m'étais plongée, dans Autant d'emporte le vent. Je sais plus s'il y a 2 ou 3 tomes, j'ai oublié et je me cachais en fait sous le sommier, quand je me mettais à lire et quand on m'appelait pour exécuter, telle ou telle corvée, je répondais pas. Je faisais la disparue et je restais avec mon livre, sous le sommier et je me souviens du jour où j'ai découvert, le livre de Régine Desforges, La bicyclette bleue et que j'ai pété un plomb en allant en allant voir, ma tante en lui disant: mais quel plagiat! Elle a plagié, Autant en emporte le vent. C'est juste qu'elle l'a transposé en France, Seconde Guerre mondiale, enfin franchement j'avais des enfin c'était un truc pour moi qui était un sacrilège et j'étais seule dans mon délire en fait. Mais bon voilà, c'était ça m'avait vachement marquée et puis, on avait tendance aussi à nous offrir, le Guinness des records, chaque année, le Quid aussi. Et je me rappelle, que quand je lisais le Guinness des records, je me jurais que jamais je mettrais les pieds aux États-Unis parce qu'à chaque fois qu'on parlait des tueurs en série, corps de meurtre, je sais pas quoi, c'était là-bas. Donc je me disais: «Never ever, je vais là-bas». Je me souviens du jour où ma tante a ramené la cassette vidéo de Titanic parce qu'on l'avait pas vue au cinoche et que, on était tellement excités qu'on refusait d'aller à table parce que c'était l'événement, quoi. Donc la première fois qu'on voit Titanic, je me souviens du vendredi soir où on était forcés de regarder Thalassa. Je trouvais cette émission tellement ennuyeuse et puis du JT tous les soirs, journal, plein de choses comme ça, de trucs que je découpais aussi, que ce soit dans France Antilles ou dans Le Monde que mon oncle, lisait religieusement. Je pense notamment à ce dessin de Sergueï qui est décédé il y a pas longtemps, dessinateur de presse. L'écriture de soi. Je me rappelle que je l'avais découpé dans Le Monde.
et j'ai la date puisque je sais quand a été publié ce dessin aujourd'hui. C'était en 97 et je me souviens que j'avais découpé donc son dessin, l'écriture de soi et que je l'avais collé, à côté de la moustiquaire, donc voilà. Je me souviens aussi de toutes mes bêtises, des fois où je me cassais la gueule parce que j'étais une vraie casse-cou, de la fois où je jouais à cache-cache avec moi-même et que j'ai mis les pieds dans un nid de fourmis rouges, ouais, genre que des trucs, mais moi j'étais vraiment, ouais, j'étais à l'ouest, quoi. J'ai une cicatrice sur le front, qui atteste de ça. C'est-à-dire que je courais sans regarder devant moi et je me suis pété la tête sur un poteau. Ouais, non, mais j'étais vraiment, c'était ni fait ni à faire. Je faisais n'importe quoi, je montais, aux arbres, c'était ma passion ça de me mettre, sur les branches, et je le faisais en cachette parce que j'avais pas le droit. Donc voilà, il y avait, l'enfance était plutôt, douce. Ça contribue, et ça a contribué à qui tu es et la curiosité que tu as aussi. Je suis la journaliste culture que je suis aujourd'hui, parce que j'ai eu cette enfance-là. Ça, je le sais pertinemment et puis même ma passion pour, la musique, on va peut-être éventuellement en reparler, mais tu vois, Mmh. genre, le fait que j'ai des goûts aussi éclectiques, qui entourent cette passion, vraiment presque névrotique pour le jazz, ça vient de mon oncle. Ça de passer de Sonic Youth à Chopin, de passer de The Smiths à The Cure, de passer, de Bobby Few à Eric Dolphy, de Wes Montgomery à Miles Davis, Coltrane et compagnie. J'écoutais tout ça sans en comprendre, les enjeux. J'étais dans l'esthétique à chaque fois Mmh. et en grandissant, on pourfend un peu l'esthétique et on regarde ce qu'il y a derrière. Donc Mmh. on va commencer à lire des livres sur le jazz, on va commencer à lire sur tel ou tel musicien qui nous porte. On va commencer à comprendre un peu mieux ce qui se joue, dans telle ou telle composition, pourquoi Erik Satie, est Erik Satie, je te dis ça parce que je me suis plongée dans un petit bouquin, que j'avais trouvé au Puces, qui a été écrit par, une ancienne journaliste du Monde, je crois, Mmh. sur Erik Satie et c'est jouissif, quoi. Donc voilà, enfin ouais, Bah, il y a tout ça, quoi. justement, je me demandais, quand tu parlais du jazz, et tu parlais des textures, des odeurs et qui est quand même une musique avec aussi beaucoup de textures et d'histoire. Qu'est-ce que tu penses que le jazz, t'a appris, sur toi et sur les textures, sur l'odeur, qu'est-ce que ça t'a appris? Le jazz m'a appris à me connaître moi et aussi à élargir, la focale avec laquelle je fonctionnais. M'intéresser au jazz a fait que je me suis intéressée à Langston Hughes, par exemple, qui est mon poète Mmh. favori. M'intéresser au jazz, notamment sud-africain, c'est m'intéresser à la question de l'apartheid. M'intéresser, au jazz, britannique, c'est comprendre, les migrations, au niveau des Antilles anglaises. Quand, par exemple, John Coltrane joue à Alabama, c'est aller m'intéresser à ce qui s'est passé à Alabama et pourquoi il joue tel morceau. Que signifie Kind of Blue au niveau du jazz moderne? Quelle est la différence entre, l'esthétique et le politique au niveau du Mmh. jazz? Mmh, l'esthétique et le politique qui, selon moi, est à l'image, de nous-mêmes, en fait. Nous sommes des êtres, enfin, il y a l'intime est politique, mais je trouve aussi que dans l'intime, il y a une esthétique et cette esthétique, c'est dire: «Un tel est noir, un tel est blanc, un tel est de telle origine» ou je sais pas quoi. Donc je pense que ça m'a aussi appris à me comprendre moi, à me connaître et à écouter la musique différemment. Dans un morceau de jazz, il y a plusieurs éléments. L'improvisation est au cœur d'un morceau de jazz, que ce soit un standard, ou une composition, sur un album, lambda, qui commence toujours par un thème. Mmh. Le thème, c'est un peu le refrain, on va dire. C'est la mélodie qui va revenir, et autour de ça, il y a une improvisation, qui fait que ce morceau, c'est du jazz et une improvisation qui, pour moi, est une forme de parole. Une parole, intrinsèquement, liée à la liberté. Composer, c'est la liberté et je pense qu'en te répondant, je me rends compte que le jazz m'a appris ce qu'est la liberté et la liberté chez moi aujourd'hui, là où j'en suis, passe par, faire fi des projections que l'on peut avoir sur moi. Donc quand un musicien se retrouve sur scène, je pense notamment aux musiciens de free jazz,
ou un mec comme Sun Ra, qui, était vraiment dans un délire, quand il jouait en disant qu'il vient de Saturne, je sais pas quoi, afrofuturiste et compagnie. Genre je me dis, enfin voilà, il est qu'il a envie d'être sur scène et Ouais. que les projections qu'on va avoir sur le musicien de jazz ne lui appartiennent pas. Lui, il a des choses à dire et il est dans sa liberté, dans sa façon d'improviser. Donc je pense que, ouais, le jazz m'a appris ça, de faire fi, des cases, des étiquettes et des projections. Il y a une quête ou une reconnaissance de liberté dans ton cheminement et ça rejoint ce que tu disais de l'enfance, Enfin, ça rejoint ce que tu dis de maintenant, en tout cas de ce à quoi la liberté ressemble pour toi maintenant. Et dans ce que tu décris, je confirme que moi aussi ça correspond à à une grande forme de liberté, de ne pas être dans les yeux de l'autre et ses projections qu'on ne peut pas contrôler et exactement. qui, en réalité, sont souvent loin de qui on est dans l'intime, même dans l'expression donc c'est un joli cheminement, surtout si c'est le jazz qui te l'a appris et justement dans ma la question qui venait parlait justement de l'improvisation, le dialogue, la liberté dans la contrainte et je me demandais, là, c'est pour relier un peu à ton travail d'écriture, est-ce que, parfois tu écris comme on improvise? En laissant venir, en acceptant le risque? Mon roman, c'est exactement ça. Mon roman est un travail d'improvisation. Mon roman est un travail d'improvisation dans la forme, le style, c'est-à-dire que je fais des phrases très courtes, je crée une forme de cadence, de rythme. C'est comme, un volcan en pleine éruption, enfin voilà, une forme d'urgence et en même temps quelque chose de très je sais pas si c'est tellement cadré, mais je sais que, La solitude des notes bleues, je l'ai écrit, comme une musicienne de jazz. Que les thèmes sont les souvenirs d'enfance que, j'ai piqués à moi-même ou à d'autres femmes qui ont pu m'entourer, à des épisodes que des femmes ont pu vivre ou que moi-même j'ai pu vivre et Mmh. tout autour de ça, j'ai improvisé. Donc c'est à cet endroit-là que j'ai trouvé la liberté d'improviser. J'ai aussi pu trouver, la liberté d'improviser à travers, la critique musicale. Dans un article où tu parles de politique, la critique musicale, c'est drôle parce que souvent je me disais: «Mais peut-être que j'aurais dû faire des études de musicologie, pour comprendre à quel endroit, il y a une forme de» enfin je sais pas, avoir des termes un peu, scientifiques presque. Et après, Mmh. j'ai compris que ma liberté, elle se situe dans ma façon d'écouter et dans ma façon de vivre la musique. En te disant ça, je pense à la fois où j'ai chroniqué un disque de Tigre. Je sais pas s'il est franco-arménien ou d'origine arménienne, je me souviens plus. Et j'avais raconté tout un truc sur le fait que sa musique était verticale, qu'on était dans le cratère d'un volcan, mais j'étais dans mon délire. Et donc du coup, j'ai cette liberté-là dans la critique musicale, dans mes échanges avec les musiciens, de les questionner sur mes propres Mmh. ressentis et qu'eux vont m'apporter les leurs. J'ai la chance d'avoir pas mal de musiciens qui m'entourent et qui sont mes amis aujourd'hui et qui me parlent de leur vision du monde et tout et cetera donc et je me sens libre aussi dans la façon, d'entendre telle ou telle chanson, mais ça, c'est propre à chacun, je pense. Pour te donner un exemple, n'importe quel morceau, je pense que les gens ne l'entendent pas de la même façon. Ça me frappe d'autant plus, qu'il y a pas si longtemps, j'étais un peu déprimée et je sais pas ce qui m'a pris, quand je suis déprimée, j'écoute, Monk, Thelonious OK. Monk et c'est pas tellement, Thelonious Monk, c'est une musique tellement dissonante qu'en fait, ça te met à un endroit un peu dark presque. Enfin, il a quelque chose de dark, Thelonious Monk et je me rappelle, j'écoutais, l'album, Solo Monk que j'adore, que j'ai en vinyle, que j'adore. Enfin, je pense que là, je suis en train de faire une reco à travers ce que je dis là. Et j'écoutais donc, Solo Monk et là, il y a, l'une de mes meilleures amies qui arrive, qui se trouve, habiter pas très loin de chez moi et j'étais dehors et elle me dit, sur la terrasse et elle me dit: «Ah mais Katia, mais ça me casse la tête ce que tu écoutes là!» Mais, genre, et ça m'a marquée, ça m'a fait rire sur le moment, mais je comprenais ce qu'elle voulait dire. Mais moi, ça me casse pas la tête en fait. Moi, ça crée quelque chose qui me fait du bien alors que c'est dark. Donc, j'ai Mmh. compris ce qu'elle voulait dire et il y a cet autre exemple, souvent, on va écouter un morceau et je me rends compte que la plupart des gens n'écoutent pas toutes les couches des morceaux.
Je peux te donner 2 exemples précis où, ça m'a fait ça. Hem, c'est par exemple un morceau de Childish Gambino, qui s'appelle Summertime Magic et Ah! je l'écoutais avec un pote et à un moment, dans le morceau, il fait: «Oh yes we do» et là, je me dis: «Mais attends, on dirait trop, qu'il reprend, Return of the Mac». Mmh. Je me souviens plus de qui chante, Return of the Mac et en fait, Mmh. il reprend juste sur une phrase et je me suis dit: «Mais ça me fait penser à ça» et je pense que la plupart des gens vont pas s'arrêter à ce genre de détails. En fait, il fait juste un truc à un moment dans le morceau où qui me renvoie à ce morceau de New Jack et c'est assez Mmh. fou et autre exemple, la dernière fois, j'ai un disque, de Jocelyne, Berroir, je crois que l'album c'est Siwo et il y a ce morceau, qui s'appelle, attends, ça va me revenir, La terre est tremblée, caille maman, la terre est tremblée. En fait, j'écoutais ce morceau, dont j'arrive pas à retrouver le titre, attends. J'écoutais ce morceau et j'entendais la basse, en fait. Ouais. J'entendais que la basse et ça m'arrive souvent sur des morceaux d'écouter qu'une seule partie, qu'une seule couche et je trouve ça un peu magique, quoi. C'est de l'ordre de la magie presque. On parlait de justement de musique, de l'improvisation et de l'écriture et puis après tu vois dans ce que tu viens d'expliquer, même dans la façon de percevoir la musique et je suis d'accord avec toi. Je crois même que ça c'est quelque chose qui s'analyse, qu'on n'a pas tous la même façon d'entendre ou d'écouter la Mmh. musique, d'entendre les différents niveaux et les différentes nuances de rythme, Mmh. d'instruments. Les différentes tessitures de voix. Moi, j'ai toujours pensé que Exactement. tout le monde entendait tout et puis c'est récemment que j'ai réalisé que, bah, non. Parce que parfois, moi aussi, j'entends une chanson, mais il y a un filet de la chanson que j'ai envie d'entendre à ce moment-là ou que je répète et on me dit: «Bah, non, mais c'est pas du tout dans cette chanson-là» et tu sais, je reprends et je dis: «Bah, si, là» et Ouais, c'est ouais. derrière que Ouais, exactement. Tu entends, par exemple, sur la voix principale, tu vas entendre, la deuxième voix derrière, la troisième. exactement. Et à un moment c'est pour ça que l'écoute va être différente à chaque fois, parce que tu vas t'attacher à un élément, que tu as pas entendu la première fois que tu as écouté ou Exact. auquel tu ne t'es pas attaché, lors de l'écoute précédente. Et ça crée, en fait, tout un univers, tout un monde, et ça, c'est plutôt génial, je trouve. Et le morceau de Jocelyne Berroir, c'est Caille Maman, en fait, c'est pas plus compliqué. Donc voilà, donc ça m'avait marqué parce que j'écoutais la basse en fait, j'ai oublié, le nom du bassiste. Peut-être qu'aussi, d'avoir été plongé si jeune dans des musiques qui ont beaucoup plus de nuances, ça aide à l'oreille et peut-être aussi parce que souvent dans une proposition artistique, il y a tous ces niveaux-là. C'est vrai que, j'espère que ça rassure, beaucoup d'artistes de savoir que quand c'est reçu évidemment, c'est reçu avec nos subjectivités, nos histoires, mais de savoir aussi qu'on perçoit tous ces niveaux, qu'on n'a pas juste un bloc et puis qu'on perçoit toute l'écriture. Ouais, même dans la pop la plus mainstream, c'est-à-dire qu'un morceau, ça se construit en fait. Mais bon après, il y a des choses, qui sont pas du tout construites et qui correspondent, à certains standards, les choses un peu faciles, mais ça, c'est dans tous les domaines. Mais c'est vrai que entendre toutes les couches, entendre la construction du morceau, moi je sais qu'il y a un truc auquel je m'attache beaucoup, quand je kiffe un morceau, c'est d'aller voir, qui a la prod. Mmh mh. Heu, là, je me disais, j'aimerais trop que quelqu'un me fasse un quiz, où genre, j'écouterais le morceau et je me demanderais: «Est-ce que, Pharrell Williams est derrière?» Parce qu'il y a un Mmh. truc, par exemple, très enfin, qui revient, on sent que c'est du Pharrell Williams, même si Ouais. c'est pas Mmh. lui, ou on sent que c'est du Timbaland sur tel ou Ouais, il y a tel une morceau. touche. Enfin voilà, tu vois, il y a la touche des producteurs, c'est ça j'adore ça et je me rappelle que j'avais fait beaucoup ça, sur, l'afrobeats Mmh nigérian, mh. Mmh. hem, quand je m'intéressais, aux derniers albums de Wizkid ou, aux premiers albums de Burna Boy, de savoir, quel producteur était derrière Ouais. tel morceau au Nigeria. Pareil avec la scène nigériane, Mmh mh. de savoir, quel, mec avait bossé avec, Odunzi The Engine ou, avec Cruel Santino, enfin voilà, genre j'adore ça en fait, trouver, les producteurs et leurs touches quoi. Ouais, C'est assez fascinant je trouve. c'est vrai que c'est Ouais, une ouais. touche. Mais justement dans ton tu sais, tu me racontes ton parcours et ton histoire et donc il y a
la Guinée qui est l'histoire d'origine, il y a eu la France, il y a la Guadeloupe, la Martinique, après tu m'as dit Gambie, enfin plein de pays et donc moi j'ai envie de te poser une question qui est quand on te dit africaine, est-ce que ça évoque pour toi, des gestes, des rythmes? En tout cas, qu'est-ce que ça évoque de plus qu'une, définition, un peu classique? Ça évoque, ben, déjà la fierté que j'ai, d'être guinéenne, jusqu'à un certain point, jusqu'à une certaine période. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très paradoxal, dans la Guinée post-indépendantiste, c'est qu'on est sous un régime très autoritaire, à tous les niveaux, donc monsieur Sékou Touré, mais en même temps, d'un point de vue culturel, c'est assez fou ce qui se passe à ce moment-là. Je suis fière, d'appartenir à cette nation qui, à un moment, et on l'a sans doute oublié, a été un carrefour pour, les luttes panafricaines. C'est pas pour rien que, Myriam Makeba et Kwame Touré s'y sont retrouvés avec Sékou Touré. J'ai une amie, Elara Berto, qui a écrit un ouvrage, génial qui raconte justement cette histoire. Ça m'évoque ça, cette appartenance à ce pays qui a dit non à De Gaulle en 58. Ça m'évoque aussi, des mimiques que je peux avoir. Typer, par exemple, prendre un accent particulier quand je vais me retrouver au Sénégal, parce que je suis très attachée au Sénégal, ou alors, de placer des mots de ma langue maternelle, en français, quoi. Mais pas avec tout le monde. Je peux pas le faire avec tout le monde parce que, par exemple, je suis en train de parler à quelqu'un, qui est d'ascendance africaine, peu importe le pays, je vais lui sortir des trucs du type, «Eh, à la marigue». Genre, je vais lui dire des trucs comme ça, il comprend pas ce que je veux dire, mais ça m'appartient. Ou genre, je sais pas moi, ou genre je vais faire enfin tout le monde quand on sort: «Eh, à la» ou sortir des petits mots comme ça par bribes, ça me fait ça avec le créole aussi, enfin voilà, genre je sais qu'en fonction de l'endroit dans lequel je suis, je vais adapter une certaine posture et je sais que dans les gestes, les mimiques, dans la façon de parler, mon africanité se situe là. Le fait d'être guinéenne se situe là. Quel autre exemple je pourrais te donner aussi? Bah, il y a ma couleur de peau, il y a la texture de mes cheveux, il y a mon corps, il y a la façon dont je grandis, dont par exemple, j'ai du vitiligo sur, la lèvre inférieure Mmh. et ça, je sais qu'il y a d'autres personnes dans ma famille qui en ont. Je sais pas, ça crée une forme d'appartenance en fait, hem, j'ai les yeux aussi un peu en amande qui me rappellent les yeux de mes tantes maternelles, voilà, enfin, qu'est-ce qui me rattache encore? Ouais, il y a ce truc, puis ouais, beaucoup ma couleur de peau. Parce qu'en étant plus jeune aux Antilles, on me ramenait souvent au fait, d'être noire, d'être beaucoup plus foncée que d'autres personnes. Hem, on le renvoyait forcément à mon africanité, que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Ouais. Mais voilà et puis il y a aussi, la musique que j'écoute. C'est-à-dire que je sais que je vais me retrouver, dans, dans une atmosphère très particulière quand je vais écouter Sekouba Bombino, par exemple, tu vois? Je pense à ce morceau à Canadia, quand il chante, Watibara Canadia. Quand il chante ça, genre, je sais pas, j'ai l'impression de d'être chez moi, alors que je suis pas chez enfin, c'est très étrange. Et quand j'écoute, tous ces orchestres, régionaux, nationaux, des années 60-70, en Guinée, quand j'écoute, ouais, quand dans la façon dont, de toute façon, j'habite le monde, je sais que je suis africaine, quoi et j'en suis fière et j'en suis d'autant plus fière que j'ai grandi dans un endroit où, les gens avaient tendance à se revendiquer, africains à l'endroit du fantasme. Moi, Mmh. c'est pas mon cas. J'en suis d'autant plus fière, que j'ai eu la chance d'avoir, Maryse Condé pour mentor Mmh. et Maryse Condé, son rapport à la Guinée était tout particulier, mais ça nous rapprochait, elle et moi. Donc il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Il y a aussi le fait, enfin voilà, de porter certaines tenues. Je sais que l'été, j'adore être en boubou. Mmh. J'adore être en boubou l'été, je porte très peu de wax, c'est pas trop mon truc, mais j'adore avoir de longs boubous, mes bijoux, je porte beaucoup de bagues. Des bagues, en cuivre, tu vois? Mmh. Hyper stylisées, qui me viennent soit d'Abidjan, de Dakar, les bagues et les bijoux, ça passe beaucoup par ça et par ma coiffure aussi. C'est-à-dire que je porte, des braids, tout le temps
c'est ma signature. Il y a eu un hiatus où j'ai eu les cheveux courts, rose mauve, mais ça m'est vite passé. Alors J'adore. je sais pas, un jour j'ai eu envie de me raser la tête et puis, j'ai commencé à avoir les cheveux roses, mauve quoi. Mmh. C'était drôle, mais voilà, ça passe aussi par, la façon dont je m'habille, la façon dont je me pars, qui me Mmh. vient sûrement, enfin voilà, de ma famille quoi et le fait d'avoir, mes bagues, je dis souvent que ce sont mes armures, mais en fait, c'est plus que ça, c'est mon identité. Parce qu'il y a des formes particulières dans les bagues en cuivre, ou en bronze et ces formes particulières, j'ai pas forcément besoin d'aller chercher pourquoi, tel, artisan, a fait cette bague, comme ça. Mais ça m'appartient et du coup, ça dit quelque chose de moi. Ça dit quelque chose de moi et il y a une forme d'évidence, tu vois? Ou par exemple, en tant que journaliste, je sais que, imaginons que je suis dans une rédaction et qu'il va y avoir un sujet, politique sur tel ou tel pays d'Afrique que je maîtrise plus ou moins. Tout Mmh. d'un coup, il va falloir que je m'exprime, tu vois? Genre je sais pas, enfin voilà, sur la Guinée, actuelle, où ça va pas trop, je suis contente de savoir que j'ai ce droit de m'exprimer à un endroit où ici en France, de par ce qu'on projette encore, j'aurais pas forcément le droit de m'exprimer, tu vois? Ouais. On navigue, aux différents univers, il y a des univers qui sont en nous, en fait, qui forment notre substance et dont on ne peut pas se détacher. Tu vois, par exemple, Joseph Zobel, qui a écrit, La rue Casse-Nègre et Diabla notamment, écrivain, il disait à propos de La rue Casse-Nègre, que c'est la somme, d'un univers, c'est son enfance dont il de quoi qu'il fasse, il ne pourra jamais s'en détacher. Il Mmh. pourra jamais s'en détacher. Peu importe, tout ce qu'il écrira, on retrouvera de cette enfance, à la rue Casse-Nègre. Pareil, pour, Ananda Devi, écrivaine mauricienne, qui dans toute son œuvre, enfin presque dans toute son œuvre, on retrouve l'île Maurice et comment, elle a construit, son imaginaire à partir de cet endroit-là. Donc je pense que ça se retrouve là aussi et puis même dans la façon d'écrire. Ouais, je me souviens d'un portrait que j'avais fait où j'écrivais des trucs genre «les vrais savent», des expressions un peu, enfin tu vois? Ouais. Ouais, j'avais cette liberté-là parce que j'étais à Libé, tu vois? Mais de mettre un peu des expressions, tu vois? Je préfère parler d'afro-ascendant plutôt que d'afro-descendant, à remanier, on remaniait, tu vois? Pardon. Donc voilà, je pense que ça se situe là, de typer, alors que les gens ils enfin, je sais pas, des fois, tu te dis: «OK», enfin, voilà quoi, je sais pas. De sortir des mots en bambara, comme ça, ou en djanké, en soussou, Et justement, tu parles de différentes langues et je me demandais comment tu les as est-ce que tu les parles et comment tu les as apprises, toutes ces langues? alors, je pense que j'ai été frappée d'une forme, d'attrition linguistique en ce qui concerne ma langue maternelle. C'est-à-dire plus j'avance en âge, plus j'oublie des mots. Je suis obligée de réfléchir énormément, pour retrouver comment on dit, tel mot. Le créole, j'arrive plus à le parler, comme avant, mais c'est une langue que je comprends dans son entièreté. C'est-à-dire, et qui se retrouve même dans ma façon de parler français. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, je me rends compte que quand, je te parle, j'ai du mal à prononcer certains mots. Quand tout à l'heure je te disais, quid, le quid, tu vois, j'ai du Mmh. mal à le dire à cause du créole, en fait. C'est-à-dire on dit cuid, mais Mmh. moi, en fait, je vais dire quid, tu vois, à cause du créole. Ou par exemple, j'ai souvent tendance à dire: «Oh Seigneur, Seigneur». Est-ce que je suis catho? Non, tu vois? Mais ça me vient du créole «bon Dieu Seigneur», tu vois? Ça me vient Mmh. du créole que j'ai remixé en français. Il y a aussi ce truc qui m'est arrivé quand je suis arrivée en France, j'avais un accent créole à couper au couteau, et je l'ai perdu petit à petit, et c'est passé, par un cheveu sur la langue. Pendant une Mmh. certaine période, j'ai eu un cheveu sur la langue, avant de perdre mon accent créole. C'est Oh! très étrange. Ça, je l'oublierai jamais, et pourtant, tu vois, quand j'étais en Guadeloupe il y a pas longtemps, mon accent créole revient tout de suite. Ouais, c'est là, il s'est Ouais, caché. là, ça revient tout de suite. Donc c'est logé en moi. Il y a Mmh. aussi un autre problème que j'ai eu, c'est, de me perdre dans la signification de certains termes français. Je vais donner un exemple, le terme «babiller». Mmh. Pendant longtemps,
pour moi, ça veut dire, babiller, ça veut dire tu cries sur quelqu'un, tu t'énerves sur quelqu'un. Tu regardes dans le dictionnaire, ça veut pas du tout dire ça. Mais en Ouais, créole, quand on dit babiller, ça veut dire ça. Tu vois ce que je veux dire? ouais, 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 ouais. Autre exemple, à un moment, j'étais un peu lost, avec toutes les langues parce que, en créole, «awa» veut dire «non», alors qu'en djaranké, ça veut dire «d'accord». Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a eu tous ces trucs qui sont mélangés dans ma tête et puis, j'ai beaucoup écrit de chansons en sousou parce que je trouve que cette langue est magnifique chantée. Mais à part ça, aujourd'hui, je pense que les langues avec lesquelles j'ai grandi, elles sont en moi quelque part et elles sortent, en fonction de l'endroit dans lequel je me trouve. On aura tendance à dire, que je parle comme une Parisienne, souvent quand on me traite de Parisienne, ça me fait rire parce que je me sens pas parisienne, mais je parle comme une Parisienne. Mais voilà, une fois que je vais me retrouver en Guadeloupe ou à Dakar ou à Conakry, je n'aurai pas le même accent. Ça va revenir. Oui, tu t'adaptes, en fait. Mais en fait, c'est même inconscient, je m'en rends pas Ah compte. oui, oui. Ça sort tout seul. Ça sort tout seul. Là, quand j'étais en Guadeloupe dernièrement, je parlais à moitié en français, en créole et ça venait tout naturellement, quoi et je trouve que c'est une richesse. Et C'est que ça l'attrition sort dont je te oui. parle, elle est liée à des choses un peu plus personnelles, tu vois? À une Mmh. forme de rejet que j'ai pu ressentir, à une certaine période de ma vie. Cette attrition est liée à des blessures, tu vois? Ouais. De toute façon, l'attrition linguistique n'est jamais anodine, elle vient toujours d'une forme de trauma, je pense. Je me demandais dans ce que tu me racontes, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as réalisé que tu étais africaine? Oui, 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 j'étais très jeune. Je l'ai réalisé, à travers la parole des autres. Je l'ai réalisé, à l'école primaire. Quand on me disait: «Ouais, tu es africaine» et que c'était un peu vu comme une insulte, quoi. Mmh. Parce qu'à la maison, de porter des robes en indigo, pour des séances photos ou d'avoir une kora attachée, à l'escalier, à la rambarde de l'escalier, pour moi, c'était naturel, en fait. Donc je questionnais pas ça. Mmh. Même quand, mon oncle parlait djaranké au téléphone, je questionnais pas ça, c'est normal. Et c'est une fois à l'école primaire où on m'a renvoyée au fait d'être africaine, comme on renvoie les Haïtiens au fait d'être haïtiens, comme on renvoie les Dominicains au fait d'être, Dominique ou il faut que je fasse différent il faut que je fasse attention aux Gentillais, Dominicains, Dominicains. Les Dominicains, c'est Dominique De de Dominica. anglais, anglophone. Enfin voilà, comme donc en fait, j'étais renvoyée à ça, à l'école primaire et c'était un peu, une façon de me taquiner. Je me Mmh. souviens plus tout à fait de comment je le recevais, parce qu'il y avait aussi une forme de curiosité, mais en même temps, je vivais dans un monde tellement privilégié que, ça passait très vite. D'autant plus au collège où la question ne se posait même plus, de par, mon statut social. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais. dire? Mon statut social, passait par, ma façon de me comporter, ma façon de m'habiller. On avait des uniformes, mais les uniformes, n'effacent pas du tout, l'endroit, d'où on vient. Bah, non. C'est-à-dire, enfin, quand on a un polo Lacoste ou je sais pas, Ralph Lauren et que l'autre à côté, il l'a acheté dans un bazar de Pointe-à-Pitre, on voit qu'il y a une différence, les bijoux, j'étais une petite peste moi au collège. Je parlais pas, ouais, non, mais vraiment j'étais une enfant pourri gâtée, j'étais première de la classe, c'était ma mission. Donc j'étais très fière, aux réunions parents-prof quand je voyais des élèves pleurer parce qu'ils arrivaient pas à me dépasser en telle matière, je parlais pas aux gens qui avaient moins de 15 de moyenne générale, non, mais vraiment j'étais une peste. On avait un uniforme, avec, souvent je les faisais remonter, donc elles étaient toutes mini, j'avais ma bande, tu vois? Ma Mmh. bande qui était composée, de blancs métropolitains
pas béquée, hein, parce que j'ai jamais tellement vu de béquets dans mon univers en Guadeloupe, contrairement à la Martinique. Heu, Mmh. mais ça, c'est encore un autre sujet. Était composé aussi, que de personnes un peu privilégiées, quoi. On habitait tous, dans des lotissements avec piscine, moi, j'avais un piano droit dans ma chambre, je me prenais pas pour de la merde, on va dire ça comme ça. Ouais, ouais, non, mais je t'assure, hein. Je me prenais pas pour de la merde et j'en suis pas fière, hein. J'en suis pas fière et d'ailleurs, je me souviens, ah non, mais ça, c'est dingue. C'est un mec avec qui j'étais au collège, hein, qui m'a retrouvée sur Instagram il y a quelques mois et qui Mmh. m'a écrit en me disant, «Ouais, j'ai vu que tu avais écrit un livre, quel parcours Katia, je me rappelle au collège, tu pas très gentille». Après ça a pas duré, hein, enfin, je pense que c'était aussi l'adolescence. Après, j'étais pas méchante, hein, mais j'étais un peu peste, quoi. Mon oncle était très respecté, de par son statut social aussi, médecin, il était chef de service, au CHU, des Abîmes à l'époque. Il faisait partie du Lions Club, heu, Mmh. parce qu'après, à partir de l'âge de 16 ans, ma vie a un peu basculé. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des transfuges de classe, surtout, quand on est, d'origine, africaine ou que nos parents sont immigrés et cetera. Moi, j'ai été transfuge de classe dans l'autre sens. Donc en fait, mon adolescence, le seul endroit où, j'ai pu retrouver un peu de ce que j'avais perdu en termes de superbe, ça a été à l'école. Je me suis vraiment retrouvée dans des situations très précaires, de par mon parcours personnel. Par contre, l'école, c'est un truc que je n'ai jamais lâché. C'est ce qui m'a permis d'avoir le bac avec mention excellent, d'entrer en Hippocagne, alors qu'en fait à côté, sur le plan personnel, c'était le bordel, quoi. Ouais, je me souviens, quand j'étais en Hippocagne, je vivais à l'hôtel, Mmh. avec mes 2 petits frères en bas âge, et je devais m'occuper d'eux, dont l'un était bébé en plus, je me rappelle. Et à côté de ça, je devais m'arranger pour être à Beaubourg et bouffer des livres, sur, l'historiographie de la Révolution française. C'est une période pas facile de ma vie, mais j'ai remonté la pente, c'est, en même temps, je vois ça aussi comme une richesse, dans le sens où je me dis, «Si j'avais été la même personne, un brin pourri gâté, quel adulte je serais devenue?» Mmh. Donc je me dis: «Bon, c'était pas forcément facile, mais au moins ça m'a appris une forme d'humilité et dans la vie, enfin voilà, il faut passer par certaines épreuves». Je sais que plus jeune, j'arrêtais pas de me répéter: «Il faut souffrir pour grandir». En grandissant, je me suis dit: «Hé!» genre, Doucement. ouais, doucement, n'abusons pas, donc voilà. Oui. Mais je sais que souffrir en grandissant m'a permis de devenir, une personne, fréquentable, on va dire. Ce que tu décris, où il y a, logement précaire, où tu t'accroches à tes études, c'est une réalité d'une profonde précarité. C'est-à-dire, c'est pas juste souffrir et c'est pas juste, ça c'est assez extrême. Donc bon, c'est vrai que c'est parce que tu as beaucoup de maturité maintenant que tu te dis: «De toute façon, c'est ton parcours et bon, tu as dû le vivre». Mais c'est vrai qu'effectivement, l'humilité est pas obligée de venir de situations aussi difficiles. Ouais, c'est vrai, mais je pense que c'est lié à d'autres choses aussi, tu vois? Il y a pas que ça, il y a au tu vois? Je suis très fière, de me dire que autant que je me sens africaine, je suis aussi un produit, je suis une forme d'émanation, de ce qu'on appelle l'Atlantique Nord. Ce parcours entre, les Antilles, l'Afrique de l'Ouest et l'Europe, c'est ma plus grande force aujourd'hui. Ouais, c'est je ne cesse de cultiver ça à travers tout ce que je fais. Je cultive déjà dans mon roman. Hem, c'est drôle parce qu'il y a pas si longtemps, j'ai vu un post passer, sur mon roman, et la personne mettait que le thème de mon roman était l'abandon, alors que c'est pas le cas. Enfin, tu vois? Ah bon? Il y a la question de l'abandon, mais c'est pas ça que je voulais mettre en avant. Ce que je voulais Mmh mh. traduire, c'était ce parcours au cœur de l'Atlantique noir et comment on se construit en tant que femme et comment les femmes, que j'appelle les femmes territoires dans ce roman, ont une forme de puissance. C'est pas les personnages qu'on aime forcément dans ce roman, mais je voulais donner une puissance aux femmes, je voulais casser, la déification de la mère ouest-africaine, immigrée. Je voulais casser Mmh. plein de trucs, en fait, et montrer, qu'on ne se ressemble pas toutes en tant qu'afro-ascendantes.
On a toutes des parcours différents, on n'a pas toutes grandi en banlieue, on n'a pas toutes, eu des parents qui nous ont dit qu'il fallait qu'on fasse mieux que les blancs. On n'a pas toutes, grandi sans modèle, de femme noire. Enfin, on a chacun des parcours différents. Est-ce qu'il y a des récits sur, l'Afrique ou les Africains et Africaines qui t'ennuient profondément? Et est-ce qu'il y en a d'autres que tu aimerais entendre plus souvent? Le truc, qui m'ennuie, c'est qu'on nous parle beaucoup, de la jeunesse africaine, la relève et tout et cetera. Dans les faits, j'attends de voir. Donc, c'est-à-dire qu'on nous fait beaucoup, de discours utopiques sur la jeunesse africaine et c'est vrai qu'il y a un mouvement, qu'il y a une émulation, qu'il se passe quelque chose, que les jeunes Africains s'émancipent, en fait, de ce lien, avec l'Occident, qui cherchent pas forcément tous à venir en Europe, mais je suis un peu fatiguée, qu'on en parle comme d'une masse, sans donner d'exemples concrets. Un autre truc qui me fatigue, d'oublier que, le marché du luxe en Afrique est en pleine expansion, Mmh. de voir le continent africain comme forcément, quelque chose de singulier, alors qu'en fait, tu vas à Dakar, Abidjan, Kinshasa, enfin on est dans le global, quoi. Ouais, Donc, tout à on a tous notre smartphone à la main, on a tous TikTok, on fait tous, nos vidéos. Enfin voilà, moi j'en ai un peu marre que l'Afrique soit puis même qu'on dise l'Afrique avec un grand A, ça crée une forme de singularité vis-à-vis de ce continent qui m'a toujours un peu gênée. Il y a la question aussi, de ce qu'on appelle le panafricanisme qui est intéressante à creuser aujourd'hui. Je pense qu'on n'en parle pas assez. À quel endroit se situe le panafricanisme aujourd'hui? On parle beaucoup du panafricanisme au passé, je trouve et je pense qu'il existe encore aujourd'hui. Même, de se dire africain, forcément, quand je traîne avec, une personne d'origine malienne, une personne d'origine sénégalaise, il y a forcément des points communs entre nous. En ce moment, tous les matins, quand je me lève, je lis un poème ou un extrait de texte de Blues for All the Changes de Nikki Giovanni. Oh, C'est un recueil qui est paru en 2008. Je sais pas pourquoi ça me fait énormément de bien. En ce moment, ça m'aide à rester vivante. Il y a ça et aussi Bleuet de Maggie Nelson, parce que le bleu, je suis très attachée au bleu et que Bleuet, c'est une merveille. C'est un livre, que m'avait poussé, c'est Mbougarsar qui m'a poussée vers ce bouquin, à raison. Donc voilà, j'aime beaucoup la poésie, en fait, les aphorismes, les choses comme ça, j'adore ça. Et à côté de ça, il y a mes vinyles. Hier, j'écoutais Good News from Africa, à l'époque où, Abdoulaye Ibrahim s'appelait Dollar Brand et c'est avec, Johnny Diaye qui est un grand musicien, sud-africain donc c'est un super disque. Aujourd'hui, ce matin, j'écoutais, La Bine California de The Pharcyde. Tu vois? C'est ma musique, quoi. Ma musique, là, me fait vivre et à côté de ça, il y a l'écriture. L'écriture, parce que j'écris tout le temps. J'essaie, 2-3 fois par semaine de me poser pour regarder un film, parce que je sais que dans mon processus de création, le cinéma et la musique sont extrêmement importants, ainsi que la poésie. Voilà. Donc, je te dirais que c'est vraiment ça et à côté de ça, il y a mes rituels à 2 balles avec mes pierres, enfin rituels à 2 balles. J'y crois à mes rituels, pardon. À mes petits rituels quand c'est la pleine lune, la nouvelle lune, ou même quand la lune n'est pas là, m'attacher, équilibrer mes chakras, me servir de mon bol tibétain, je suis en pleine création et donc du coup, je m'attache à tous ces trucs-là. Donc c'est ma musique, ma poésie, et cette forme de spiritualité qui m'habite.